La clé n'a pas tourné, la serrure avait changé. Et quand la voisine, les yeux baissés, m'a dit qui avait vendu la maison, mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était mon propre frère. Je m'appelle Amina. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme infirmière de nuit dans les hôpitaux publics d'Abidjan. J'ai économisé chaque franc CFA, sautant des repas, refusant des sorties, portant les mêmes robes jusqu'à ce qu'elles s'effilochent. Tout ça pour acheter cette petite maison en briques rouges dans le quartier de Cocody. Ce n'était pas juste un toit, c'était ma liberté. C'était la preuve qu'une femme seule, sans mari, pouvait bâtir quelque chose de solide dans ce pays où l'on nous dit souvent d'attendre qu'un homme nous sauve. Chaque brique était payée par mes heures de sommeil perdues. Chaque tuile était payée par mes sacrifices. Quand mon frère Moussa m'a appelé la semaine dernière, il semblait désespéré. Il devait payer la dot pour épouser la fille d'un grand commerçant de la ville. Une alliance prestigieuse. Une chance unique pour la famille de s'élever socialement. Il m'a demandé de l'argent. Je lui ai prêté ce que je pouvais, mais j'ai refusé de toucher à mes économies de sécurité. Il a raccroché froidement. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il comprendrait. Je suis rentré de mon service de nuit, épuisé, les yeux brûlés par le manque de sommeil, rêvant de mon lit. Mais devant le portail, une voiture inconnue était garée. Des hommes chargeaient des meubles. Mes meubles. La télévision que j'avais payée en 3 fois. La table où je mangeais seul mais en paix. J'ai crié. Un homme est sorti, un papier à la main. Il m'a regardé avec pitié. Puis il déclare, « Madame, cette maison appartient à Monsieur Moussa depuis hier matin. Il a signé chez le notaire. » Je n'ai pas pleuré. La colère était trop forte. J'ai appelé Moussa. Il n'a pas répondu. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché, mais sa voix était lointaine, presque gênée. Elle m'a murmuré, « Rentre à la maison ma fille. On va parler. » Mais je savais déjà que cette maison n'était plus la mienne. Je suis resté debout sur le trottoir, sous le soleil brûlant de midi, tandis qu'ils fermaient la porte derrière eux. Ce que je ne savais pas encore, c'est que vendre la maison n'était que la première étape de leur plan. Moussa n'avait pas seulement volé mon toit, il avait volé mon identité. Et il allait s'en servir pour acheter un statut qui ne lui appartenait pas. La voisine, une vieille dame qui m'avait vu grandir, s'est approchée et m'a chuchoté quelque chose qui a changé toute ma stratégie. Elle m'a affirmé, il ne l'a pas vendu au prix du marché, Amina. Il l'a bradé. Il avait besoin de cash immédiat. Cette information était une arme. Mais pour l'utiliser, je devais entrer dans la gueule du loup. Je me suis rendu chez ma mère, dans la concession familiale où j'avais grandi. L'atmosphère était lourde, saturée d'encens et de tensions non dites. Moussa était là, assis en tailleur sur les tapis neufs, entouré de nos oncles et des anciens du quartier. Il buvait du thé, l'air grave. Quand je suis entré, le silence s'est fait. Personne ne m'a invité à m'asseoir. Ma mère a baissé les yeux. Moussa, lui, a osé me regarder droit dans les yeux, avec une assurance insolente. Il finit par dire, « Tu fais trop de bruit, Amina. C'est une affaire d'homme. » J'ai posé mon sac sur la table. J'ai dit, « C'est ma maison. Tu n'as pas le droit. » Un de mes oncles a toussé, ajustant son boubou. Il prit la parole avec cette voix lente qu'ils utilisent pour écraser les plus jeunes. Il déclare, « La maison était dans le nom du père. Techniquement, c'est un héritage familial. Moussa en avait besoin pour l'honneur de la famille. Une femme peut louer. Un homme doit posséder pour marier sa lignée. » J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas juste du vol, c'était culturel. Ils utilisaient la tradition comme un bouclier pour protéger leur injustice. Ils pensaient que je me soumettrais par respect, que je pleurerais dans mon coin et que je laisserais passer l'orage, mais ils avaient oublié qui j'étais. J'avais passé 10 ans à voir la mort à l'hôpital, à tenir la main de gens qui rendaient leur dernier souffle. Je n'avais plus peur de leurs cris. J'ai regardé Moussa et je lui ai répondu, « Tu as vendu ma sécurité pour ton orgueil. » Il a ri, un rire nerveux. Il me répond, « Quand je serai marié, je t'aiderai. Sois patiente. » C'était là le piège, il voulait gagner du temps. Une fois le mariage célébré, l'alliance serait scellée. La famille de la belle-fille serait puissante. Personne n'oserait plus contester Moussa. Je devais agir avant la cérémonie. Mais comment combattre toute sa famille seule? Je me suis levé, je n'ai rien dit. Je suis sorti sans un mot de plus. Dehors, la chaleur était étouffante. Je marchais sans doute quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, c'était le notaire. Il m'écrivait, « Venez me voir demain matin, seul il y a une irrégularité dans le dossier. » Mon souffle s'est bloqué. Moussa avait menti même à l'officier public, et cette irrégularité pouvait tout faire exploser.
Mais le notaire m'a prévenu, si vous venez, il n'y a pas de retour en arrière. Votre frère ira en prison. Je devais choisir entre la justice et le sang. Je dormais chez une amie, sur un matelas posé à même le sol. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Chaque bruit me réveillait. Je voyais le visage de Moussa. Je voyais le visage de ma mère. Dans notre culture, envoyer un frère en prison, c'est tuer la famille entière. C'est se mettre au banc de la société. Mais si je ne faisais rien, je devenais une mendiante dans ma propre ville. Je suis arrivé au cabinet du notaire à l'ouverture. C'était un homme âgé, fatigué, qui semblait porter le poids de 1000 dossiers compromettants. Il m'a fait entrer sans secrétaire. Il a posé un dossier brun sur le bureau. Il ajoute, votre frère a falsifié une signature, la vôtre, pour prouver que vous consentiez à la vente. J'ai ouvert le dossier. Ma signature était là, grossièrement imitée, tremblante, fausse. Mes mains ont tremblé. Ce n'était plus un conflit familial, c'était un crime. Je suis sorti du cabinet, le dossier sous le bras. Je marchais dans les rues bondées de la ville. Les klaxons, les cris des vendeurs, la vie qui continuait. Je me sentais seul au monde. Soudain, une voiture noire a ralenti à ma hauteur. La vitre arrière s'est baissée. C'était Moussa. Il ne souriait plus. Son visage était dur, fermé. Il dit, « Arrête, on doit parler. » J'ai accéléré le pas. Après avoir fait un demi-tour, il a garé la voiture en travers de la route, me bloquant le passage. 2 hommes sont sortis. Ils ne m'ont pas touché, mais leur présence était une menace physique. Moussa s'est approché, si près que je sentais son odeur de tabac froid. Il a chuchoté, « Tu vas détruire ma vie pour des murs ? Si tu vas au tribunal, tu ne seras plus ma sœur. Tu seras une étrangère. Et ici, les étrangères ne survivent pas longtemps. » Il a tapoté sa poche où une forme dure dessinait un contour. Une arme ? Ou juste son téléphone ? Je ne savais pas. Mais la peur, vraie, physique, m'a noué l'estomac. Il est remonté en voiture en me laissant au milieu de la chaussée, les jambes tremblantes. J'ai compris à ce moment que ce n'était plus une négociation, c'était une guerre. Il était prêt à me briser pour garder son statut. Je suis rentré chez mon ami, le cœur battant. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. Dedans, une photo de moi, prise devant le cabinet du notaire. Quelqu'un me surveillait. Moussa savait que je savais. La guerre était déclarée, et je venais de réaliser que si je perdrais plus que ma maison. Je perdrais ma sécurité physique. Les 2 jours suivants ont été un jeu de chat et de souris. Moussa a essayé de me contacter, d'abord par des menaces voilées, puis par des promesses d'argent. Il disait, prends ta part et pars, ne détruis pas tout. Je n'ai pas répondu, je me suis préparé comme pour un combat. J'ai mis ma plus belle tenue, celle que je portais pour les mariages importants, rouge et or. Je ne voulais pas avoir l'air d'une victime, je voulais avoir l'air d'une juge. Le jour de la cérémonie, la famille de la mariée était décorée de tissus wax luxueux, des centaines de personnes. La musique résonnait jusqu'au loin. L'odeur du riz gras et de la viande grillée saturait l'air, c'était somptueux. C'était le couronnement de la vie de Moussa. Je suis arrivé alors que les discours commençaient. Les anciens prenaient la parole pour vanter le mérite du marié. Moussa était assis sur un trône, souriant, rayonnant. Il me vit entrer, son sourire se figea. Il se leva, prêt à me faire sortir par la sécurité. Mais je me suis avancé vers le micro, avant qu'il ne puisse m'arrêter. Le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi, la sœur pauvre. La sœur seule. J'ai tenu le dossier contre ma poitrine. J'ai dit, je ne viens pas pour vous empêcher de vous marier. Je viens pour que ce mariage soit bâti sur la vérité. Moussa a crié, sortez-la. Mais le père de la mariée a levé la main. Il voulait entendre. C'était un homme d'affaires, il ne voulait pas de scandale caché. Il dit, laissez-la parler. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le document falsifié. Je l'ai montré à l'assemblée. J'ai dit, cette maison que mon frère utilise pour impressionner cette famille, il me l'a volée. Et voici la preuve qu'il a menti à la loi pour y arriver. Un murmure a parcouru la foule, la honte. Moussa est devenu pâle, il a bégayé. Il a dit que c'était des mensonges. Mais le notaire était là, je l'avais invité discrètement. Il s'est levé du fond de la salle. Il a confirmé, les signatures sont fausses, la vente est illégale. Le père de la mariée s'est levé lentement. Il a regardé Moussa. Il a dit,
Un homme qui ment pour une maison, ment pour une femme. La tension était insoutenable, on aurait entendu une mouche voler. Moussa a regardé sa fiancée. Elle détournait les yeux, elle ne pleurait pas. Elle calculait, dans ce milieu, la réputation est la seule monnaie qui compte. Et Moussa venait de faire faillite, je m'attendais à ce qu'il s'effondre. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas prévu. Moussa a sorti un couteau de sa poche, pas pour me frapper. Pour se couper symboliquement le doigt, un geste de désespoir traditionnel. Mais la sécurité l'a maîtrisé avant. Le chaos a éclaté, les femmes ont crié, les hommes ont retenu Moussa. Je suis resté debout, immobile, au milieu de la tempête. Je venais de gagner ma maison, mais je venais de perdre mon frère, et le prix était plus lourd que je ne l'imaginais. La cérémonie a été annulée sur le champ. La famille de la mariée a demandé à tout le monde de partir. Les tissus luxueux ont été arrachés des murs dans la précipitation. La nourriture a été emballée dans des sacs en plastique, comme des restes. Moussa a été emmené par la police, non pas pour la maison, mais pour la menace avec le couteau en public. Je suis resté seul dans la cour vide, entouré de débris de fête. Ma mère est venue vers moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur son visage fatigué. Je voyais chaque ride, chaque trace de souci. Elle me regardait, et dans ce regard, il y avait tout. Il y avait la douleur d'une mère qui a perdu un fils. Il y avait la peur de l'avenir. Mais il y avait aussi, pour la première fois, une sorte de respect silencieux. Nous sommes restés ainsi pendant 1 minute entière, sans parler. Le silence entre nous était plus lourd que tous les cris de la journée. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle voulait me dire de pardonner, elle voulait me dire de comprendre, mais elle a vu dans mes yeux que je ne pouvais plus revenir en arrière. Elle a enfin parlé, d'une voix brisée. Tu as sauvé ton bien, mais tu as tué l'honneur de la famille. Je l'ai regardée, j'ai dit, l'honneur ne se vole pas maman, il se mérite. Elle n'a pas répondu, elle a juste baissé la tête. Une larme a coulé sur sa joue, elle n'a pas essayé de l'essuyer. Elle a fait demi-tour et est partie lentement, soutenue par une tante. Je suis rentré chez moi. La serrure avait été changée une nouvelle fois, par la police pour sceller les preuves. J'ai dû attendre 1 semaine pour récupérer les clés officielles. Quand j'ai enfin ouvert la porte, la maison était vide. Moussa avait tout vendu, même les prises électriques. Il ne restait que les murs. Je me suis assise au milieu du salon vide, par terre. J'ai pleuré, pas de tristesse, de soulagement. J'étais chez moi, mais le silence était lourd. Les voisins me regardaient différemment. Certains avec respect, d'autres avec peur. J'avais montré qu'on ne pouvait pas me marcher dessus. Quelques mois plus tard, Moussa est sorti de prison. Il n'a pas osé revenir au quartier. Il est parti dans une autre ville. Ma mère vit avec moi maintenant. Elle a compris, trop tard, que protéger un fils tyrannique, c'est détruire sa fille. Parfois, je repense à ce jour, à la dot, à la maison. On nous apprend que la famille est sacrée, mais personne ne nous dit quoi faire quand la famille vous mange vivante. J'ai récupéré ma maison, j'ai changé les serrures, j'ai installé une caméra. Et j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. La bienveillance sans limite est une invitation à l'abus. Aujourd'hui, je vis tranquille. Je travaille, je construis. Mais je ne ferme plus jamais les yeux quand je vois une injustice, même si elle porte le nom de mon sang. La vérité coûte cher, mais le mensonge coûte tout. Si cette histoire t'a touché, si tu as déjà dû te battre pour ce qui t'appartient contre ceux qui devraient te protéger, abonne-toi pour ne manquer aucune de ces vérités qu'on n'ose pas dire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul face à l'injustice. Et toi, aurais-tu envoyé ton frère en prison pour sauver ta maison? Dis-le moi en commentaire.